Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous suivre toutes les semaines et de nous laisser vos feedbacks. N'oubliez pas de laisser les petits pouces vers le haut, les petites 5 étoiles en fonction des outils de podcast que vous écoutez. C'est ça qui nous donne un bon référencement également. Et chaque semaine, vous le savez, nous accueillons des clients, des partenaires, parfois des collègues d'AWS qui parlent de produits, de services, des solutions qu'ils ont construits sur AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Timothée Fleury qui est cofondateur et CTO de Smash. Merci d'être là, Timothée. Dis-moi, Smash, c'est quoi? Bonjour Sébastien. Alors Smash, c'est une plateforme qui sert à faire du transfert de fichiers de toute taille. Donc ça va de quelques mégas à plusieurs dizaines de gigas. C'est un outil, qui est disponible sur une plateforme web et que beaucoup de gens utilisent quotidiennement comme outil dans leur travail pour en fait transférer de la donnée entre collègues, entre prestataires, entre clients. Je suis en train de faire plein de vidéos pour le moment pour plein de raisons différentes et typiquement un gros fichier vidéo en HD ou en 4K, ça passe pas dans un attachment mail, ça passe pas par les outils de chat que nous utilisons en interne. Donc je peux déposer mon fichier chez vous et puis l'envoyer à quelqu'un. La personne reçoit un lien à télécharger. En fait, sur la plateforme, on dépose des fichiers, on configure alors très légèrement les envois, ça dépend. Donc on peut envoyer par lien, par email. Et après, donc il y a un temps d'upload et après, il suffit de donner un lien il y a un email qui part, donc c'est-à-dire qu'on peut recevoir un email. Et à partir de là, en fait, on a une plateforme sur laquelle on peut aller cliquer, prévisualiser certains fichiers et puis les télécharger ou tout télécharger ou télécharger seulement ceux qu'on a besoin. Voilà, donc c'est ultra simple et c'est assez rapide et c'est très fluide dans l'utilisation. Vous avez beaucoup de clients. J'ai été traîné sur votre site web l'autre jour. Il y a des très beaux noms dans les clients qui utilisent Smash. Ouais, alors on a dans les 3000 clients aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des grandes entreprises. On essaye d'aller vendre à des grandes entreprises. Donc évidemment, comme c'est un outil qui est en fait facilement adopté par les collaborateurs, on se déploie de plus en plus dans les grandes boîtes, dans les moyennes boîtes et aussi dans les petites boîtes d'ailleurs. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont des indépendants, genre des photographes, des gens qui font de la vidéo. Mais au quotidien, on a des boîtes de prod un peu plus grosses, voire même il y a des services publics et compagnie quoi. Il y a tout type de boîtes parce qu'en fait le besoin de transfert de fichiers, il est omniprésent. Dès qu'on a un métier où on fait du PC, j'ai envie de dire, on a souvent besoin de transférer des fichiers, quoi. Et les fichiers qu'on manipule deviennent de plus en plus gros à cause de la qualité des vidéos, des sons, des images. Et donc, ce besoin de transfert dépasse rapidement les limites des outils bureautiques standards qu'on utilise. Mais donc, c'est du particulier jusqu'aux grandes entreprises qui utilisent vos services. Alors, Smash, ça tourne sur AWS. C'est quoi l'infra technique qui est là en dessous? Donc, on a une infrastructure à base de microservices. On utilise, on va utiliser des API. Et c'est souvent derrière, c'est des API gateway en fait d'Amazon avec du Lambda. Donc c'est en fait toute l'infrastructure. Alors la majorité est serverless. J'ai envie de 95% de l'infrastructure est serverless. Et on va faire que ça. On va fabriquer des API microservices. Et en fait, elles vont communiquer entre elles. Et puis après, on a un client. On a un client front, mais on a aussi des applications mobiles et d'autres supports à venir. Et donc tout ça communique avec ces API. Donc un site web qui tape sur une API Gateway, des microservices derrière, AWS Lambda, je suppose, pour les microservices, ou vous avez choisi ou du container ou autre chose? Non, c'est du Lambda. Alors majoritairement c'est du Lambda parce qu'il y a des applications où la Lambda n'est pas adaptée, mais c'est très rare. Voilà. Genre la Lambda c'est vraiment très polyvalent, ça sert bien, très facile. Et puis pour le stockage Amazon S3, je suppose, les fichiers que j'envoie, ils sont stockés sur Amazon S3. Alors ouais, on utilise pratiquement que Amazon S3, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres supports de stockage en mode objet quoi. On n'a pas d'autres fichiers, on n'a pas de disque dur autre.
C'est tout part sur Amazon S3. Et donc, quand le client final télécharge le fichier, et finalement, il le télécharge directement d'Amazon S3 ou via CloudFront, quelque chose comme ça? On met toujours CloudFront devant pour des questions, alors 1 de performance, 2 de sécurité, 3 aussi de pricing. Bon, voilà. Et malgré les limitations de CloudFront, parce que CloudFront a quand même des limitations, on arrive à télécharger en fait des fichiers de plusieurs dizaines de gigas sans problème. Le support derrière, souvent, donc à 95% des cas, c'est S3. Et parfois, on a un espèce de proxy qui fait de la reconstitution de fichiers. En fait, il fait de l'archivage, quoi. C'est-à-dire qu'il va prendre quelques fichiers, il va les empaqueter dans un zip et distribuer ça sur CloudFront. Je suis toujours curieux quand j'entends des clients qui disent qu'ils utilisent S3. Est-ce que vous utilisez aussi S3 pour déclencher des traitements? Par exemple, un nouveau fichier arrive, paf, il y a une lambda ou un step function qui démarre. Même question pour les cycles de vie. Est-ce que, par définition, les fichiers que vous stockez sont à durée limitée? Est-ce que vous les effacez automatiquement via les cycles de vie, ou est-ce que vous avez d'autres mécanismes pour ça? Alors oui, on utilise les cycles de vie de S3. En fait, c'est indispensable pour nous parce que sinon, en gros, un transfert sur notre plateforme, il reste en moyenne 7 jours. Sachant qu'avec les volumes qu'on a, en gros, ça coûte de l'argent de stocker plus longtemps. Donc en fait, on utilise des cycles de vie automatiques, entre autres, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est pour les cycles de vie. Et pour tout le reste, alors il y a des techniques qu'on utilise, les events en gros que S3 dispatch. Alors souvent, c'est pour faire du resize d'image. Ça, on utilise de manière assez courante. Et puis il y a aussi tout ce qui sont liés aux logs. C'est-à-dire que quand CloudFront, en fait, il dépose des logs sur S3, nous après on a des traitements automatiques pour aller, en fait, il y a un ETL derrière, et puis voilà. Après, ça nous permet d'exploiter ces logs-là pour enrichir notamment l'expérience utilisateur, avec de la data De ce côté-là, vous utilisez Glue, Athena, des services managés également? Ouais. Alors, en fait, on n'utilise que des services managés. Donc, Athena, c'est notre principal provider en termes de requêtes. Quand on a besoin d'extraire de la donnée, on utilise Athena. Alors, par contre, on utilise Athena beaucoup pour des besoins internes. Pour de l'analytique? Voilà. On n'utilise pas Athena pour produire de la data, pour synthétiser de la data pour les clients, quoi. Ça, on utilise d'autres techniques un peu plus manuelles, en fait, j'ai envie de dire. Et Glue, Glue, on n'utilise pas beaucoup, très peu. Et en fait, il y a une raison principale, c'est que Glue, c'est-à-dire que nous, on aime bien intercaler des traitements avant d'insérer la data dans les tables Athena. Et en fait, du coup, Glue, nous, on n'a pas démarré avec ce service-là pour aller faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fait des traitements manuels avant. Et on a un espèce de collecteur de données qu'on a refabriqué nous-mêmes pour faire ce travail-là. Enfin, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on collecte de la data dans une infrastructure où on est déployé dans 9 régions différentes. Ah oui, 9 régions différentes, effectivement, ça fait des challenges de synchronisation. Ce qui m'amène à une autre question technique, c'est S3 pour le stockage des fichiers eux-mêmes. Je suppose qu'il y a des tas de métadonnées sur les fichiers, la source, la destination, etc., le temps. Vous avez un data store. Est-ce que c'est des bases de données relationnelles? Est-ce que vous êtes parti sur du NoSQL? Si oui, lequel? On utilise pratiquement que DynamoDB, en fait, pour toutes les méta des fichiers. On aime beaucoup ce service. Enfin, vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est juste un petit coup à prendre dans l'utilisation, parce que ça fonctionne pas pareil qu'un RDS que du relationnel. Mais c'est très pratique parce que, en gros, si on applique des règles de base, on est sûr que ce service-là, il scale, alors pas à l'infini, mais quasiment, quoi. En fonction des besoins que vous avez. Vous utilisez la replication entre régions de DynamoDB? Non, pas entre régions. En gros, nos régions sont plus ou moins indépendantes. Un peu comme Amazon fait, c'est-à-dire que, par exemple, Amazon, il y a IAM qui est global, mais il y a tout un tas de services qui sont en fait autonomes dans chaque région. Et on a un peu le même modèle, quoi. On a des services qui sont en fait global, et puis des services qui sont régionaux. Ça dépend en fait du microservice.
C'est un bon design en matière d'architecture. Ça permet d'isoler en cas de panne ou de bug, par exemple. Ce ne seront que, entre guillemets, les clients qui utilisent une région qui seront affectés, mais a priori pas nécessairement les autres régions. C'est une infra moderne, c'est ce que nous on appelle du Modern Application Development, tout en serverless, avec des services managés, Lambda, DynamoDB, S3. Vous avez commencé comme ça chez Smash, quand vous avez créé Smash, c'était déjà votre infrastructure cible? En fait, à l'origine, Smash, c'est un Elastic Beanstalk avec du PHP et un MySQL derrière. Ah oui, donc il y a quand même... En fait, on est parti de là. Donc il y a quand même beaucoup de chemin. On est parti de là, parce que, moi, je viens du monde du PHP aussi. Bon, voilà. Parce on a toujours eu un client. Au début, c'était un client en Angular 1. Donc ça, on a toujours trouvé ça très très pratique parce que on héberge sur S3 et en fait, ça que notre front, il peut pas tomber. Donc ça, c'est déjà génial. C'est un bon avantage. Et après, donc on a dès le début, par contre, on avait une API donc en PHP. Et au fur et à mesure, en fait, le monolithe, il est devenu ingérable au bout d'un moment. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on va partir sur une microservice ou pas? Et on l'a fait et on n'est pas du tout en train de regretter. Voilà, parce que en gros, souvent il y a des gens, ou des projets qui sont en monolithe, qui partent vers du microservice, puis en fait ils s'aperçoivent que ça règle pas tous leurs problèmes. Donc parfois ils font marche arrière, alors que nous vraiment on est très content, de ça. C'est un des meilleurs choix qu'on a fait. C'est un des meilleurs choix qu'on a fait de partir sur du microservice. Comment s'est passée cette transition? Il y a plein de clients qui aimeraient bien faire une transition du monolithe vers des microservices. Il y a plein d'histoires. Certaines sont des contes de fées, d'autres sont des histoires plutôt d'horreur qui traînent dans des blogs sur Internet. Comment ça s'est passé chez vous? Chez nous, déjà, on a tout recodé dans un autre langage. C'est-à-dire qu'on est parti sur du Node.js, ce qui était à l'époque. Alors maintenant, on peut mettre du PHP dans le lambda, mais à l'époque, c'était, disons, plus adapté, quoi. Le PHP lambda, vous voulez pas trop en entendre parler. Mm-hmm. Donc on a changé de langage et après ça a été assez compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu découper notre projet. Donc on a dit ok, par exemple il y a un système d'IAM dans notre projet, il y a un système qui sert à faire du resize d'image, des briques comme ça, voilà. Et on a commencé à recoder. On a tout recodé. Identifier les différents services. Donc voilà. En gros, quand on part du monolithe vers le microservice, il faut faire attention à pas tomber dans le nanoservice. Et donc en fait, plusieurs fois, on est revenu en arrière en disant l'architecture là qu'on a pris sur des microservices là, ça va pas, c'est trop éclaté. Et du coup, aujourd'hui, on a une vingtaine de microservices seulement, quoi. C'est pas plus, quoi. Et chaque service est exposé via une API Gateway et HTTP, ou vous autorisez du lambda à lambda, par exemple, pour faire des calls entre services? La règle numéro 1, c'est, attention, c'est une règle, mais attention, disons que dans des cas particuliers, on a le droit d'y déroger, il faut respecter le HTTP. C'est-à-dire que, on expose tout par HTTP. Il faut considérer que, quand mon collaborateur, il développe une API, moi, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais lui, il va me filer un manuel, un mode d'emploi, une doc, et après, je me débrouille avec ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est son problème, mais pour moi, il faut que ça marche. Et donc, ce qui est exposé, c'est du HTTP. Et les microservices, ils partagent des data stores communs. Il y a une base de données DynamoDB, une table, où c'est vraiment chaque microservice a son data store à lui aussi? Chaque microservice a son data store. Il y a de très rares cas où il y a un partage, mais c'est vraiment excessivement rare et ça justifie, quoi. Sinon, en fait, il faut que vraiment chaque microservice soit complètement autonome. Donc ça c'est possible parce que en gros, les services Amazon qu'on utilise, c'est du service à la consommation. Et donc, en fait, s'il n'y a pas d'utilisation, on paye rien. Et c'est ce business model-là qui rend possible cette architecture-là. Parce que sinon, ça serait pas possible. Il y aura beaucoup trop de ressources gaspillées, quoi.
Oui, s'il fallait tenir une énorme base de données relationnelle pour chaque microservice, ça vaut pas la peine. D'où on mutualise les bases de données et du coup, on crée des dépendances fortes entre microservices, tandis que dans votre modèle, vous pouvez vous permettre justement avec DynamoDB d'avoir une table par microservice, quelques tables par microservice, sans coût additionnel. D'accord. Ça veut dire aussi que vos développeurs, ils déploient en production. Je suppose que vous travaillez en mode full DevOps, un peu comme chez nous. Si on build quelque chose, on est le responsable de cette chose pendant tout son cycle de vie. Alors on essaye d'aller dans cette direction-là parce que c'est loin d'être facile en fait. Nous de base, un des meilleurs choix qu'on a fait dans la vie du projet, c'est d'utiliser CloudFormation pour automatiser la création d'infrastructures. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait c'est interdit sur le compte AWS de fabriquer des ressources à la main. C'est uniquement autorisé via CloudFormation. Donc ça déjà c'est la première règle. Ensuite la deuxième règle c'est que en fait on a des pipelines de déploiement continu. Comme nos services ils ont des instances autonomes, c'est-à-dire qu'un microservice a une instance autonome par exemple à Paris, puis à Londres, puis en fait sur la côte est des États-Unis. En fait on déploie souvent la même chose à plusieurs endroits. Et clairement, c'est pas possible à la main. Donc on a une infra, on a des pratiques DevOps qui permettent de déployer en fait de manière assez facile nos services tout autour de la planète, avec le minimum d'efforts. En multi-région. Voilà, je pense aux multi-régions et je change de sujet en même temps parce que souvent une question qu'on a quand je parlais des clients multi-régions, c'est comment vous routez vos clients vers une région spécifique. C'est simplement le DNS où il y a un peu plus d'intelligence. Alors ça dépend. En fait, ça dépend si c'est par exemple un abonnement, quelqu'un qui est abonné, quelqu'un qui est pas abonné. Ce qu'on fait, on utilise Route 53 et avec Route 53 en fait on fait de la géoredirection en fait en quelque sorte. En fait, on s'adresse à un microservice qui nous dit moi je te conseille d'aller dans cette région-là parce que il y a les meilleurs temps de latence. Donc c'est à dire que quand tu vas uploader, ça sera les meilleures performances. Quel est le volume que vous traitez? Quels sont les chiffres en matière, je sais pas, de stockage, d'appels d'API, de bande passante? Il doit y avoir une consommation de bande passante externe assez violente. Alors l'avantage, c'est que la majorité de nos transferts ils durent 7 jours, donc c'est-à-dire qu'il y a un roulement tous les mois. Hein, c'est vraiment voilà. Donc on est autour de. Alors ça dépend des mois, ça dépend de l'activité économique. On est entre 300 et 400 Tera par mois. De stockage ou de bande passante? Ouais, de stockage. Wow. Mm-hmm. Alors, de stockage. Alors, ça dépend des mois aussi. Sur CloudFront, on est entre 650 et 1 péta. Wow. Alors, 650 Tera et 1 péta par mois. Ça dépend vraiment des mois. Notre activité, elle est très... En fait, on est très lié à l'activité économique. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'activité économique, genre les vacances, et en fait on a des creux quoi. Mais donc des creux de facturation aussi, puisque votre facturation est à la demande. Exactement. Vous payez que ce que vous consommez. 1 pétabyte par mois sur CloudFront. Tu m'as autorisé à dire quand on a préparé ce podcast que évidemment vous payez pas le prix qui est affiché sur le site web de bande passante sortante. À ces volumes-là, tout se négocie. Si vous avez aussi des gros volumes de bande passante, contactez-nous parce que tout ça se discute. T'as parlé scaling, mais avec l'infrastructure que vous avez, je suppose que ça scale relativement sans effort de votre côté, ce qui était peut-être pas le cas avec Elastic Beanstalk au début. Alors, avec Elastic Beanstalk, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en plus, on avait des machines qui servaient à répondre à des appels d'API et en même temps, ils effectuaient des traitements lourds, genre du resize d'image. Donc ça, c'est une très mauvaise idée en fait en soi. Il faut séparer les deux. En fait, il faut que un service, ait des charges de travail un peu homogènes quoi. On peut pas faire des traitements très lourds et des traitements très rapides sur les mêmes endroits. Ou alors faut bien le gérer quoi. C'est assez compliqué. Et maintenant qu'on utilise API Gateway, alors à ce niveau-là, on s'occupe plus du scaling. On s'occupe quand même du scaling de DynamoDB. Bon, ça demande assez peu de travail. C'est assez automatique. Mais disons que, en gros, DynamoDB, ils ont deux modes de facturation, le pay-per request et le on-demand. Et c'est vrai que pour tout ce qui est développement et même les tout petits services où il y a très peu de requêtes ou alors la data est cachée, en fait, on le laisse en pay-per request.
parce que du coup c'est plus simple si jamais on prend un burst, c'est plus simple à équilibrer. Et par contre, les services où en gros on arrive à, en fait, où on devine les courbes de scaling, où c'est facile, et ben là on les passe, on utilise le service d'auto-scaling d'Amazon, quoi, pour gérer ça. Provisionner, donc vous provisionnez les IOPS sur DynamoDB et vous utilisez l'autoscaling. Je suis curieux sur ce coup-là, pourquoi ça coûte moins cher? C'est la raison pour laquelle vous faites ça versus le on-demand? Alors ça coûte vraiment beaucoup moins cher, c'est-à-dire que si on a une base de données où en fait on connaît à peu près à l'avance la quantité, ou qu'on arrive à scaler facilement, c'est conseillé de le faire parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Sachant que on peut aussi faire des capacités réservées, alors qu'en PP request, donc en automatique, quoi, là il n'y a pas de capacité réservée, quoi. Ouais. Et la capacité réservée vous donne un prix plus bas que l'équivalent en domaine. D'accord. Exactement. Okay, j'ai compris pourquoi vous travaillez comme ça. Voilà. Et donc vous devez quand même monitorer cet autoscaling, avoir des alertes et être certain que les IOPS soient redimensionnés en fonction de l'activité que vous avez. On a parlé scaling. Quels sont les challenges que vous avez peut-être eu pendant le développement ou que vous avez maintenant en opération d'un service à cette taille-là? On est une toute petite équipe. Donc ça veut dire que avec nos 9 régions là, il faut synthétiser au maximum l'information, parce que par exemple en fait on peut pas aller monitorer, on peut pas dire bon, chaque personne va en fait monitorer une région, c'est assez compliqué de faire ça. Donc en fait il faut vraiment faire de la remontée et de l'agrégation d'informations pour savoir alors où est-ce que ça marche plus, hein, typiquement les alarmes, en gros faut que voilà. Et après, le deuxième énorme problème qu'on a au quotidien, c'est tout ce qui est relatif au DevOps. C'est-à-dire que on est quotidiennement en train d'essayer de remettre en question nos pratiques pour essayer de simplifier nos processus. Parce que sinon, enfin, dès qu'il y a une lourdeur, en fait, on va dire, OK, bon, là, il y a quelque chose à faire pour que ça soit moins lourd. Parce que sinon, au quotidien, c'est assez usant. Et voilà, donc ça c'est un challenge, mais alors ça c'est permanent, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Et c'est vrai que tout ce qui est serverless, en gros, ça marche super bien, mais sur des projets à grande échelle, il y a un socle technique DevOps à mettre en place qui est non négligeable, quoi. Ça prend un peu de temps au début. Faut mettre en place des processus, quoi. Vous essayez d'automatiser tout ce qui est les résidus de tâches manuelles qui restent à gauche et à droite et automatiser le monitoring, si j'ai bien compris. Vous remontez les logs des 9 régions de façon centralisée, de manière à avoir une vision globale du système centralisée. C'est bien ça? Ouais, à peu près, voilà. Alors après, Amazon nous aide beaucoup. En gros, CloudWatch est assez efficace. Et en plus, maintenant, bon, ça existait pas au début, mais maintenant, il y a du cross-région dashboard, par exemple. Et alors ça devient vraiment très efficace parce que c'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, en fait, on a une vue d'ensemble de, par exemple, toute la plateforme, tout autour de la planète, quoi. Donc ça, c'est hyper efficace, quoi. Donc ça, en gros, ça a dû être demandé par des clients et peut-être qu'on faisait partie de ces clients-là parce que sinon beaucoup, effectivement, parce que quand on déploie sur plusieurs régions, quand c'est des infras traditionnelles, la simple question c'est comment savoir la liste de mes instances EC2 qui fonctionnent sans devoir aller cliquer dans la console région par région ou faire des scripts ou devoir écrire des scripts, et c'est vrai que ça reste des points d'amélioration. Si tu avais un product manager de AWS devant toi, ça serait ta plus grande demande, simplifier le monitoring? Pas forcément simplifier le monitoring, mais ouais, enfin en gros, je pense qu'il y a encore du travail sur ça. On pourrait faire mieux. Après, ma plus grosse demande, ça serait que Amazon nous aide en fait à mettre en place des socles DevOps plus faciles. Parce qu'en fait, au début, c'est long juste un pipeline de déploiement continu. En fait, c'est excessivement long à mettre en place, quoi, au début. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? C'est code pipeline, code deploy? En fait, on utilise code commit. Après, donc pour chaque code commit, on a des pipelines. Donc on en a plusieurs. Mm-hmm. Et derrière, en fait, ça fabrique des packages et tout, et puis ça met en prod, quoi, en fait, en quelque sorte. Et donc notre plus grand défi là, c'est relativement manuel, c'est-à-dire que la mise en prod,
elle est encore humainement déclenchée. Bon, c'est une ligne de commande, mais on travaille beaucoup en ligne de commande. C'est une ligne de commande, mais ça reste humain. Et c'est vrai que l'étape d'après, ça va être de déployer en fait sans que personne s'en rende compte. Et puis si ça marche pas, faut que ça roll back sans que personne s'en rende compte, quoi. Ça, c'est la prochaine étape, le prochain challenge qu'on va avoir. D'accord, donc arriver à déployer automatiquement sans intervention manuelle, ce qui implique de mettre en place les procédures de monitoring pour surveiller le déploiement et pouvoir faire un rollback automatique en cas de problème, ce qui implique aussi probablement du blue-green deployment ou donner un pourcentage ou du canari pour arriver à monitorer l'état du canari. D'une certaine question, ça rejoint ma dernière question. Quel est le futur de votre infrastructure? Quelles sont les choses que vous souhaitez améliorer? Donc il y a cet aspect automatisation des déploiements, automatisation de la chaîne DevOps. Il y a d'autres points sur lesquels vous êtes en train de réfléchir en termes de futur d'infrastructure? Alors c'est tout ce qui est automatisation en fait, ce qui est lié à l'analytics derrière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait de l'analytics, en fait, c'est forcément un développeur qui s'en charge, quoi. C'est difficile de le faire sans développeur au début. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est que ça soit plus facile. C'est-à-dire que là, on commence à utiliser QuickSight, par exemple, pour que, en fait, juste des commerciaux, en fait, puissent, en fait, ou la direction générale puisse, en fait, avoir la data consolidée hyper facilement, quoi. On a beaucoup parlé back, ce qui est mon point de confort, je veux dire. On a un tout petit peu parlé analytique et données. Tu as mentionné les fronts, c'est important pour vos clients aussi. Donc vous avez l'application web, elle est toujours en Angular aujourd'hui, cette application web, donc en serverless aussi. Ouais. En gros, on est resté sur Angular et ça fonctionne toujours pareil, c'est-à-dire que c'est hosté sur S3 avec un CloudFront devant. Et ça n'a pas bougé, c'est très efficace et très satisfait de ça, quoi. Oui, ça bouge pas, c'est une stabilité incroyable. Moi, j'adore S3 quand même, comme site web, pas mieux que pour hoster un site web statique ou des applications basées sur des API comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Angular, React, Vue et ce genre de framework. Vous avez des applis mobiles également si je veux envoyer des données depuis mon smartphone. Voilà, exactement. Donc sur iOS et Android. Donc alors on les a lancés qu'il y a quelques mois, donc fin d'année dernière pour Android et début d'année pour iOS. Et c'est d'une simplicité extrême. Et quoi ça, le développement ou l'intégration avec vos microservices? Non, l'utilisation. Et puis en fait, on a, les développeurs qui ont été chargés de fabriquer ça, ils n'ont pas eu de difficulté particulière. Vu que tout est API, en gros, c'est de la responsabilité des devs back de fabriquer quelque chose qui soit agréable. Parce qu'il y a rien de pire qu'utiliser une API à la noix, quoi. Ça, c'est insupportable, quoi. Donc, on met quand on développe, on fait très attention sur le cycle de maturation de l'API, c'est-à-dire que en gros, on développe quelque chose, on dit OK, ensuite, est-ce que ça c'est bien, qu'est-ce qu'on fait avec en gros, est-ce que c'est mature, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que c'est compréhensible? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur les noms, sur les propriétés, tout ça, quoi. Il faut que ça soit facile, quoi. Parce que sinon ça va pas. C'est ce qu'on dit chez nous. Une fois qu'on lance une API, elle est là pour le restant de notre vie, donc autant la. Faut bien la faire. Faut pas se rater. Faut pas se rater. Une API. Et les fronts sont en natif alors, Swift et Kotlin Java. Exactement. Ouais. Parce que ça c'est pour des raisons techniques, quoi, plutôt. Parce qu'on a besoin, en fait, quand on envoie des données, on a besoin de workers en arrière-plan et tout. On voulait avoir la main complètement sur les systèmes mobiles. Donc on est parti en natif, quoi. Bien, Smash, transfert de fichiers. Il y a une limite de taille sur les transferts que je peux faire? Officiellement, non. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer. En fait, la seule limitation de taille, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser 5 Tera par fichier. C'est qui est la limite d'Amazon S3. Voilà, exactement. 5 Tera par fichier, ça laisse quand même de la marge, même pour des gros consommateurs de vidéo. Après, dans le monde de la vidéo, il y a quand même, on a des transferts qui sont assez lourds, quoi. C'est plusieurs centaines de gigas parfois. Donc ça marche très bien avec ça, quoi. Et donc, en fait, le fait qu'on repose sur CloudFront, c'est aussi une bonne. C'est une bonne chose. Oui, c'est une ceinture de sécurité de votre côté également. L'URL à aller visiter, c'est fromsmash.com.
comme je la mettrai dans les notes du podcast, bien évidemment, et puis sur l'App Store, le Play Store d'Android, ou sur votre site web simplement, fromsmash.com. Super simple pour transférer des gros fichiers. C'est aussi simple qu'un drag and drop et donner l'adresse email du destinataire. Il y a quasiment aucune autre étape. Timothée, merci pour cette conversation technique et le tour de votre infrastructure AWS, des challenges que vous avez eu pour la mettre en place. C'était une discussion passionnante. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.